11 novembre 1918, à 11 heures du matin, les canons se turent sur le front occidental. L'Allemagne avait signé l'armistice dans un wagon de train, dans la forêt de Compiègne. Pas sur un champ de bataille, pas dans une capitale tombée, dans un train. Cette image, ce détail apparemment insignifiant, alla empoisonner la politique allemande au cours des années suivantes. Cette capitulation sans occupation a creusé un fossé entre la réalité militaire et le discours politique que des groupes extrémistes allaient exploiter avec des conséquences dévastatrices. L'armée allemande n'avait pas été anéantie sur le champ de bataille. Elle était rentrée chez elle en ordre de marche, avec ses drapeaux relativement intacts. Cela suffisait pour que la légende prenne racine. Le 28 juin 1919, dans la même salle des miroirs du château de Versailles, où Bismarck avait proclamé l'Empire allemand en 1871, les représentants du nouveau gouvernement allemand signèrent le traité de paix. Chaque clause était une blessure délibérée. L'article 231 déclarait l'Allemagne et ses alliés coupables de tous les dommages causés par la guerre, ce qu'on appelle la clause de responsabilité de guerre. C'est sur cette base juridique que fut érigé l'édifice des réparations. Les conditions étaient écrasantes. L'armée allemande serait limitée à 100 000 hommes. La marine serait réduite à un vestige symbolique. 6 cuirassés de deuxième classe, 6 croiseurs légers, 12 destroyers et aucun sous-marin. L'aviation militaire était interdite. La Rhénanie, cœur industriel de l'Allemagne de l'Ouest, serait occupée par des troupes françaises et belges. La Sarre, région minière, passerait sous l'administration de la Société des Nations pendant 15 ans. La Pologne recevrait des parties de l'ancienne Prusse, séparant la Prusse orientale du reste du Reich par le corridor polonais. La ville libre de Danzig serait placée sous administration internationale. Et puis il y avait les réparations. Le montant final, fixé en 1921 par la Commission des réparations, s'élevait à 132 000 millions de marks or, répartis en 3 séries d'obligations. La série A, d'un montant de 12 000 millions, était exigible immédiatement. La série B, d'un montant de 38 000 millions, dépendait de la capacité de paiement de l'Allemagne. La série C, d'un montant de 82 000 millions, était considérée par des économistes tels que John Maynard Keynes comme essentiellement propagandiste, destinée à satisfaire l'opinion publique alliée sans intention d'être recouvrée. Le montant total servait à humilier et non à percevoir des fonds. Keynes, qui avait fait partie de la délégation britannique à Paris et avait démissionné en signe de protestation, publia en décembre 1919 son ouvrage « Les conséquences économiques de la paix », dans lequel il avertissait que les conditions de Versailles précipiteraient l'Allemagne dans le chaos économique et politique. Il fut ignoré par les gouvernements alliés. Les années suivantes lui donneraient brutalement raison. Le problème immédiat était que la nouvelle République de Weimar, proclamée le 9 novembre 1918 dans des circonstances chaotiques, héritait non seulement des dettes, mais aussi de la haine. Le social-démocrate Philipp Scheidemann proclama la République depuis une fenêtre du Reichstag sans que personne ne le lui ait demandé, improvisant devant une foule qui s'approchait du palais. Le Kaiser s'était enfui aux Pays-Bas. Le nouveau gouvernement, né sous le feu croisé de la révolution bolchevique et des coups d'État de l'extrême droite, allait devoir signer la paix que l'armée refusait d'accepter. Friedrich Ebert, premier président de la République, menuisier de formation et homme politique modéré, négocia en secret avec les hauts responsables de l'armée une alliance tacite. L'armée maintiendrait l'ordre face aux révolutionnaires de gauche et le gouvernement ne remettrait pas en cause la structure interne des forces armées. Le pacte Ebert-Groener, ainsi nommé d'après le général Wilhelm Groener qui représentait le haut commandement, a assuré la survie de la République au cours de ses premiers mois, mais au prix de laisser intacte une institution qui n'a jamais accepté la défaite. L'industrie du pays s'était elle aussi transformée. Pendant la guerre, des entreprises telles que Krupp à Essen, Bayer et BASF dans la région du Rhin, Siemens et AEG à Berlin avaient reconverti leur production industrielle pour alimenter la machine de guerre. Les ouvriers, habitués à fabriquer des canons, des mortiers et du gaz chloré, devaient désormais produire des cuisinières et des engrais. Ou rien du tout, car la demande s'était effondrée du jour au lendemain. Entre 1919 et 1922, l'économie allemande a survécu dans un état de crise perpétuelle.
Le gouvernement de Weimar, dépourvu d'une industrie suffisante et confronté à une population hostile aux impôts, a eu recours à la planche à billets. La Banque du Reich a commencé à émettre des marques sans contrepartie réelle. C'était la solution la plus facile et la plus destructrice. En janvier 1921, un dollar américain valait environ 75 marks allemands. En août 1923, la même opération nécessitait 4 620 455 marks. En novembre de cette même année, le taux de change s'établissait à 4 200 000 de marques pour un dollar. 4 billions, 200 milliards. Un chiffre qui ne tenait dans aucune caisse enregistreuse conventionnelle. L'hyperinflation allemande de 1923 n'était ni un accident technique ni une erreur de calcul commise par des fonctionnaires distraits. Elle était, en partie délibérée, en partie inévitable, la conséquence d'une série de décisions politiques qui se renforçaient mutuellement. Le point de rupture survint en janvier 1923, lorsque l'Allemagne cessa d'honorer la livraison convenue de bois et de poteaux télégraphiques dans le cadre des réparations. La France et la Belgique réagirent par l'occupation militaire de la Ruhr, le cœur industriel du pays, afin d'extraire directement ses ressources. Le gouvernement allemand, dirigé par le chancelier Wilhelm Kuno, ordonna une résistance passive. Les ouvriers de la Ruhr devaient refuser de travailler pour les occupants. Le gouvernement les paierait de sa poche. Pour ce faire, la Banque du Reich imprima de la monnaie sans limite. La résistance passive dura 8 mois et coûta plus cher que l'ensemble des réparations versées jusqu'alors. Les effets sur la vie quotidienne furent immédiatement dévastateurs. À Berlin, le prix d'un kilo de pain, qui coûtait 13 pfennigs en 1914, atteignit en novembre 1923 la somme de 428 000 millions de marks. Les imprimeries fonctionnaient 24 heures sur 24. Les billets n'étaient imprimés que d'un seul côté pour accélérer le processus. On utilisait des brouettes et non des portefeuilles pour transporter l'argent nécessaire aux achats quotidiens. Dans certains cas, les employés recevaient leur salaire 2 fois par jour pour éviter qu'il ne perde de sa valeur entre le matin et le déjeuner. Les rentiers, les petits épargnants, les retraités percevant des pensions fixes, les détenteurs d'obligations d'État, tous ont vu les économies de toute une vie s'évaporer en quelques semaines. Un homme qui, en 1914, avait déposé 10 000 marks à la banque, une somme considérable, suffisante pour acheter une maison modeste, reçut en 1924 l'équivalent de moins d'1 centime de dollar. La classe moyenne allemande, qui avait survécu à 4 années de guerre en conservant ses actifs financiers, fut détruite économiquement en quelques mois de paix. Paradoxalement, certains en sont sortis gagnants. Les grands industriels comme Hugo Stines, le magnat de la Ruhr, qui a bâti l'un des plus grands conglomérats industriels d'Europe pendant l'inflation, pouvaient rembourser leurs dettes avec des marques fraîchement imprimées, tandis que leurs actifs réels, usines, mines, terres, conservaient leur valeur. Les agriculteurs disposant de terres et d'une production pouvaient échanger des biens réels contre des liquidités. Les spéculateurs qui s'étaient endettés en marques avant l'inflation et qui remboursaient leurs dettes avec une monnaie dévaluée s'enrichissaient aux dépens de leurs créanciers. L'effet sur le tissu moral de la société était aussi profond que l'effet économique. L'hyperinflation a détruit la confiance dans les institutions de manière plus définitive que n'importe quelle défaite militaire. Si l'État était capable d'effacer les économies de toute une vie par la simple décision d'imprimer du papier, quelle garantie pouvait-il offrir à ses citoyens? Les contrats perdaient tout leur sens. Les assurances-vie devenaient des morceaux de papier sans valeur. Les prêts immobiliers qui avaient mis des décennies à se constituer pouvaient être remboursés pour l'équivalent d'un pourboire. Le monde de certitudes et de prévisions sur lequel la classe moyenne avait bâti sa vie était réduit en ruine. Et ce ressentiment profond, ce sentiment d'avoir été escroqué par l'État lui-même, allait devenir une plaie ouverte que les agitateurs politiques sauraient exploiter avec précision dans les années à venir. La crise atteignit son point de basculement en août 1923. Le chancelier Kuno fut destitué et remplacé par Gustav Stresemann, qui, au cours de ses 100 jours à la tête du gouvernement, prit les mesures les plus audacieuses de la République. Il mit fin à la résistance passive dans la Ruhr le 26 septembre 1923, bravant la fureur des nationalistes, et autorisa la création d'une nouvelle monnaie.
Le 15 novembre 1923, le Rentenmark entra en circulation. Conçu par l'économiste Karl Elferich et mis en œuvre par le nouveau président de la Banque du Reich, Hjalmar Schacht, le Rentenmark n'était pas adossé à l'or, car l'Allemagne n'en disposait pas en quantité suffisante. Il était nominalement adossé aux terres agricoles et industrielles du pays, une fiction juridique, mais une fiction qui a fonctionné parce que la population a décidé d'y croire. Le taux de change fut fixé à 1 billion d'anciens marks pour chaque Rentenmark. Du jour au lendemain, la monnaie se stabilisa. L'inflation s'arrêta. Les prix se sont normalisés. Schacht a limité d'une main de fer la quantité de Rentenmark en circulation, refusant d'en imprimer davantage que ce que le système pouvait absorber. Les plaintes des industriels et du gouvernement ont été ignorées. La discipline monétaire fut brutale et efficace. Mais le mal était déjà fait. La destruction de l'épargne de la classe moyenne, le sentiment d'avoir été trahi par l'État, le souvenir viscéral d'avoir dû transporter des brouettes remplies de billets pour acheter du pain. Tout cela resta gravé dans la mémoire collective allemande avec une intensité qui allait marquer la politique du pays pendant des décennies. Pendant ce temps, dans une brasserie de Munich le 8 novembre 1923, un ancien combattant autrichien à la moustache courte et à la voix stridente tentait de mener un coup d'État. Le Bürger Bräukeller de Munich était une salle de réunion typique de la Bavière des années 1920. Murs blanchis à la chaux, plafond bas, longues tables en bois pouvant accueillir plusieurs centaines de personnes à la fois. Le 8 novembre 1923, le commissaire d'État de Bavière, Gustav von Kahr, prononçait un discours devant un auditoire d'environ 3000 personnes. À 20h30, un groupe d'hommes armés fit irruption par les portes latérales. Adolf Hitler, chef du Parti national-socialiste des travailleurs allemands, fondé officiellement en 1920 sur les cendres d'un petit parti ouvrier munichois, sauta sur une table, tira un coup de feu en l'air et proclama que la révolution nationale avait commencé. Le putsch fut un échec total. Le général Erich Ludendorff, héros militaire de la guerre que Hitler avait convaincu de participer au complot, se rendit le lendemain avec les conspirateurs dans le centre de Munich. Devant la Feldherrnhalle, la police d'État ouvrit le feu. 16 nazis et 4 policiers trouvèrent la mort. Les meneurs du putsch s'enfuirent ou furent arrêtés. Hitler fut jugé en février 1924 et condamné à 5 ans de prison, mais il fut libéré avant d'en avoir purgé un. Ce procès fut toutefois un cadeau inattendu. La couverture médiatique nationale lui offrit une tribune qui transforma un agitateur régional en une figure d'envergure nationale. Au cours de ses 9 mois d'emprisonnement à la forteresse de Landsberg am Lech, Hitler dicta les fondements de sa vision politique à son secrétaire Rudolf Hess. Il en résulta Mein Kampf, Mon combat, publié en 1925. La leçon que Hitler tira de ce putsch manqué fut stratégique et impitoyable. La voie vers le pouvoir ne passait pas par les casernes, mais par les urnes. Lors des élections de mai 1928, le Parti national-socialiste n'obtint que 2,5% des suffrages nationaux et 12 sièges au Reichstag, qui comptait 491 membres. Il était insignifiant. Les ressources financières du parti étaient si maigres qu'à l'automne de cette même année, il dut annuler son congrès annuel faute de moyens. Pendant ce temps, la République de Weimar connaissait une période de relative stabilité grâce au plan Dawes. En août 1924, le diplomate américain Charles G. Dawes, qui allait remporter cette année-là le prix Nobel de la paix, présenta à l'Allemagne un plan qui allait changer la donne. Le plan Dawes n'annulait pas les réparations, mais les restructurait. Il établissait un échéancier de paiement échelonné commençant par 1000 millions de marks or la première année et augmentant progressivement. Plus important encore, il s'accompagnait d'un prêt initial de 800 millions de marks or destiné à reconstituer les réserves de la Banque du Reich. Le plan Dawes a été rendu possible parce que les gouvernements français, britanniques et américains avaient compris qu'une Allemagne en faillite était plus dangereuse qu'une Allemagne maîtrisable. Ce n'était pas de la philanthropie, c'était un calcul géopolitique. Et cela a fonctionné, du moins pendant un certain temps. Entre 1924 et 1929, les prêts américains à l'Allemagne ont atteint 25 500 millions de Reichsmark. L'argent provenait de Wall Street, de banques telles que JP Morgan et Kuhn, Loeb et compagnie,
et était investi dans la reconstruction industrielle allemande. Les usines modernisaient leurs équipements. Les villes construisaient des logements sociaux. Le produit intérieur brut augmentait. Le chômage diminuait. Dans les rues de Berlin, les cabarets restaient ouverts jusqu'à l'aube et une génération qui avait survécu à la guerre et à l'hyperinflation tentait de se changer les idées grâce au jazz et à l'expressionnisme. Mais il y avait un piège structurel au cœur du système. L'Allemagne versait des réparations à la France et à la Grande-Bretagne avec de l'argent emprunté aux États-Unis. La France et la Grande-Bretagne utilisaient cet argent pour rembourser leurs propres dettes de guerre à Washington. C'était un circuit financier circulaire qui ne fonctionnait que tant que les prêts américains continuaient d'affluer. Si le robinet se fermait, le cercle se rompait. Gustav Stresemann, qui resta ministre des Affaires étrangères de 1923 jusqu'à sa mort en octobre 1929, à l'âge de 51 ans seulement, mit patiemment en place une politique étrangère de réconciliation. Le traité de Locarno de 1925 normalisa les frontières occidentales de l'Allemagne avec la France et la Belgique. En 1926, l'Allemagne adhéra à la Société des Nations. Le retrait des troupes françaises de Rhénanie commença plus tôt que prévu. En 1929, le nouveau plan Young réduisait le montant total des réparations à 112 000 millions de Reichsmark payables en 59 ans. Il semblait que l'Allemagne, grâce à sa patience et à sa diplomatie, pourrait se libérer du joug de Versailles. Stresemann mourut le 3 octobre 1929, 19 jours après avoir enfin obtenu l'acceptation du plan Young. Avec lui mourut également la stratégie d'intégration dans l'ordre international. 3 semaines plus tard, le 24 octobre, le Jeudi noir à la bourse de New York marqua le début de la Grande Dépression. Le krach de Wall Street d'octobre 1929 fut pour l'Allemagne ce qu'un tremblement de terre est pour une maison bâtie sur du sable. Le système de crédit allemand dépendait des prêts à court terme américains. En l'espace de quelques semaines, les banques new-yorkaises commencèrent à rapatrier leurs capitaux. Les crédits arrivaient à échéance et n'étaient pas renouvelés. La Banque du Reich vit ses réserves de devises s'effondrer. Le chancelier Heinrich Brüning, un homme politique catholique du centre, prit les rênes du gouvernement en mars 1930 et opta pour la voie de la déflation. Il réduisit les dépenses publiques, il baissa les salaires des fonctionnaires, il augmenta les impôts, il a réduit les allocations chômage. Il a agi ainsi parce que le système de l'étalon or et les engagements du plan Young ne laissaient pas d'autre choix. Si l'Allemagne ne maintenait pas sa parité monétaire et ne payait pas ses dettes extérieures, l'effondrement financier serait encore plus grave. Mais la déflation avait un coût humain immédiat et brutal. Le chômage, qui touchait 1,3 million de personnes en 1929, a atteint les 3 millions en janvier 1930. À l'hiver 1930 et à 1932, le nombre de chômeurs inscrits dépassait les 6 millions. Les estimations réelles, incluant les travailleurs à temps partiel et ceux qui avaient cessé de chercher un emploi, s'élevaient à 8 ou 9 millions. Sur une population de 65 millions d'habitants, cela signifiait que près d'un tiers des familles allemandes comptaient un membre au chômage complet. Les conséquences se faisaient sentir dans tous les aspects de la vie quotidienne. Dans les quartiers populaires de Hambourg, Berlin ou Essen, le menu familial se composait de pain noir et de soupe aux choux. Les soupes populaires distribuaient de la nourriture à des files d'attente qui s'étendaient sur plusieurs pâtés de maison. Les hommes passaient leur matinée dans les parcs des villes, car ils n'avaient même pas les moyens de prendre le tramway. Les femmes effectuaient des travaux à la pièce, en cousant ou en lavant le linge d'autrui pour gagner quelques pfennig. Les enfants allaient à l'école sans avoir pris de petit déjeuner. Sur le plan politique, l'effondrement fut tout aussi dramatique. Lors des élections de septembre 1930, le Parti national-socialiste passa de 12 sièges obtenus en 1928 à 107, devenant ainsi le deuxième parti du Reichstag. Le communisme du KPD gagna également du terrain. Les forces qui soutenaient la République se fragmentaient. Brüning gouvernait par décret d'urgence en vertu de l'article 48 de la Constitution car il ne disposait pas d'une majorité parlementaire. Il utilisait la démocratie pour la démanteler. À l'été 1931, le système financier allemand s'effondra définitivement. La faillite de la banque Danat,
Le 13 juillet 1931, précipité par des rumeurs fondées concernant son exposition à des créances irrécouvrables, déclencha une ruée générale sur les banques. Le gouvernement décréta la fermeture temporaire de toutes les banques. Lorsqu'elles rouvrirent, ce fut sous un régime de contrôle des changes. Aucun Allemand ne pouvait retirer plus de 50 Reichsmark par mois pour ses dépenses à l'étranger. L'État avait pris le contrôle effectif du système financier. En juillet 1932, le parti nazi obtint 37,2% des voix aux élections au Reichstag, devenant ainsi le parti le plus voté de l'histoire de la République de Weimar. Mais Hindenburg refusa de nommer Hitler chancelier. En novembre 1932, lors de nouvelles élections, le parti nazi perdit 2 millions de voix. Son financement était au plus bas. Ses dirigeants commençaient à désespérer. C'est alors que l'appareil politique conservateur commit la plus grande erreur de calcul du XXe siècle. Le 30 janvier 1933, le président Paul von Hindenburg, maréchal de 85 ans, élevé au rang de président depuis 1925 en tant que symbole de l'Allemagne impériale, nomma Adolf Hitler chancelier du Reich. Les conservateurs, l'ancien chancelier Franz von Papen, le magnat des médias Alfred Hugenberg, le général Werner von Blomberg, pensaient pouvoir le contrôler. Ils considéraient qu'il était un instrument utile pour mobiliser les masses tandis qu'eux-mêmes exerçaient le pouvoir réel. L'entourer de ministres conservateurs, raisonnèrent-ils, permettrait de le dompter. Ils ne pouvaient pas se tromper davantage. Le 20 février 1933, 3 semaines après sa nomination, Hitler convoqua une vingtaine des principaux industriels allemands à une réunion privée dans la villa d'Hermann Göring, qui occupait alors la présidence du Reichstag. Parmi les participants figuraient Georg von Schnitzler, D.J. Farben, Gustav Krupp von Bohlen, président de l'Association des industriels du Reich, et Albert Vögler, directeur général des aciéries unies Vestag, la deuxième plus grande entreprise sidérurgique au monde. Hitler a parlé pendant près d'1 heure. Il n'a pas abordé la politique économique. Il n'a présenté ni programme, ni projet. Il a évoqué le danger communiste, la faiblesse de la démocratie, la nécessité d'écraser la gauche avant qu'elle ne détruise la classe patronale. Puis il a quitté la salle. Göring resta et alla droit au but. Le monde des affaires allemand avait un intérêt vital à la destruction du mouvement ouvrier. Qu'il apporte donc une contribution financière adéquate. La campagne électorale du 5 mars serait probablement la dernière élection des 100 prochaines années. Hjalmar Schacht, le président de la Banque du Reich qui avait rejoint les nazis, se chargea de gérer les contributions. I.G. Farben apporta 400 000 Reichsmark, la Deutsche Bank 200 000, l'association minière 400 000 supplémentaires. Au total, environ 3 millions de Reichsmark affluèrent dans les caisses du parti pour ce qui allait effectivement être la dernière campagne électorale libre en Allemagne pendant 12 ans. Le 27 février, le bâtiment du Reichstag prit feu. Un incendie dont l'origine fait encore débat parmi les historiens, mais dont les conséquences politiques furent immédiates et dévastatrices. Le lendemain, le 28 février 1933, Hindenburg signa le décret du Reichstag incendié qui suspendait les libertés civiles fondamentales garanties par la Constitution. Liberté de la presse, de réunion, d'association, inviolabilité du domicile. Ce fut, dans la pratique, la fin de l'état de droit en Allemagne. Les élections du 5 mars ont donné au parti nazi 43,9% des voix. Ce n'était pas la majorité absolue que Hitler souhaitait, mais avec le soutien du parti nationaliste de Hugenberg, il obtenait la majorité nécessaire pour gouverner. Le 23 mars, le Reichstag adopta la loi d'habilitation qui conférait au gouvernement les pleins pouvoirs législatifs pour 4 ans. Les députés sociaux-démocrates votèrent contre, le point levé. Les communistes avaient déjà été arrêtés ou s'étaient enfuis. La loi fut adoptée par 444 voix contre 94. L'Allemagne n'était plus une démocratie, et la reprise économique que le régime s'apprêtait à mettre en œuvre ne serait pas celle que la propagande allait proclamer. En janvier 1933, lorsque Hitler est arrivé au pouvoir, l'Allemagne comptait officiellement 6 13 612 chômeurs. En décembre 1935, ce chiffre officiel était tombé à 2 150 000. La propagande nazie présentait cette baisse comme la preuve du génie économique du nouveau régime. La réalité était bien plus complexe. Une partie de la baisse du chômage était réelle.
mais une autre partie était purement comptable. Le premier mécanisme de manipulation statistique consistait à exclure des catégories entières de travailleurs du décompte officiel. Les femmes qui quittaient le marché du travail pour se marier n'étaient pas comptabilisées comme chômeuses, en partie parce que le régime avait lancé en 1933 le programme de prêts nuptiaux, Ehestandsdarlehen. Les couples qui se mariaient pouvaient recevoir un prêt pouvant aller jusqu'à 1000 Reichsmark sous forme de bons d'achat pour l'acquisition de biens ménagers, à condition que la mariée cesse de travailler. Chaque mariage de ce type réduisait artificiellement d'une personne les statistiques du chômage, même si, en termes économiques réels, cela ne faisait que transférer une travailleuse du marché du travail vers le foyer. Le deuxième mécanisme consistait à comptabiliser comme pleinement employés des travailleurs qui en réalité travaillaient à temps partiel. Le troisième consistait à classer les détenus des premiers camps de concentration, dont la construction avait débuté en mars 1933, comme des travailleurs de facto. Le quatrième consistait à exclure du décompte les travailleurs envoyés au service volontaire du travail, Freiwilligen Arbeitsdienst, qui allait plus tard devenir le Reichsarbeitsdienst obligatoire. Des jeunes qui travaillaient dans des conditions d'extrême misère pour un salaire inférieur aux allocations de chômage qu'ils percevaient auparavant, creusant des fossés et défrichant des terrains pour les projets de l'État. Il serait toutefois injuste d'affirmer que la baisse du chômage était purement fictive. L'économiste Albrecht Ritschl de l'université Humboldt a calculé qu'en 1933, l'investissement privé, notamment dans la construction et la constitution de stocks, a été de loin le principal moteur de la reprise. L'économie allemande montrait déjà des signes de reprise conjoncturelle au dernier trimestre de 1932, avant même l'arrivée au pouvoir d'Hitler. En d'autres termes, l'activité économique avait touché le fond et commençait à rebondir grâce à ses propres mécanismes avant même que le nouveau régime ne prenne la moindre mesure. Ce que le gouvernement nazi a fait, c'est de surfer sur cette vague de reprise spontanée en mettant en place un programme de dépenses publiques massives orienté, dès le départ, vers un objectif très spécifique, le réarmement. Le premier plan de relance budgétaire fut le programme Reinhardt, présenté en juin 1933 par le secrétaire d'État au ministère des Finances, Fritz Reinhardt. Au total, environ 1000 millions de Reichsmark devaient être consacrés aux travaux publics. Construction de routes, de bâtiments publics, d'assainissement rural et de logements. Il s'agissait d'une véritable mesure de création d'emplois. Le nombre de personnes travaillant dans le cadre de programmes de travaux publics est passé de 289 000 en février 1933 à 1 075 000 en mars 1934, soit une augmentation de près de 800 000 emplois directs. Cependant, même à leur apogée, ces programmes ne représentaient que 30% de la baisse du chômage enregistrée. Le reste était dû à d'autres facteurs. La décision clé fut prise le 6 décembre 1933, lorsque les services gouvernementaux à Berlin adoptèrent une résolution officielle et secrète. Il n'y aurait plus de nouveaux fonds destinés à la création d'emplois civils. Le fonds Reinhardt était entièrement engagé et les projets déjà autorisés seraient menés à terme, mais ne seraient pas étendus. À partir de ce moment-là, la priorité exclusive fut accordée au réarmement. En avril 1934, le mécanisme secret de financement du réarmement fut mis en œuvre à plein régime. Les dépenses militaires, en 1934, s'élevèrent à au moins 4 000 millions de Reichsmark, dont moins de la moitié figurait dans le budget officiel du Reich. Cela signifiait qu'au cours de la deuxième année du gouvernement d'Hitler, les dépenses militaires représentaient déjà plus de 50% des dépenses totales de l'État central en biens et services. En 1935, cette proportion allait atteindre 73%. La question qui s'impose est la suivante. Comment le gouvernement finançait-il ces dépenses sans déclencher à nouveau l'hyperinflation? La réponse s'appelait le Mefo-Wechsel, et ce fut l'un des instruments financiers les plus audacieux et les plus dangereux de l'histoire économique moderne. Hjalmar Schacht reprit la présidence de la Banque du Reich en mars 1933. Il avait 55 ans, une formidable réputation internationale et la volonté de faire fonctionner l'économie allemande à tout prix. Il n'était pas nazi par conviction idéologique. C'était un pragmatique qui avait décidé que le régime nazi était le moyen le plus efficace d'atteindre les objectifs qu'il jugeait nécessaires pour l'Allemagne.
le réarmement, le rejet des réparations et le rétablissement de la grandeur nationale. Le problème auquel Schacht était confronté était mathématiquement simple. L'Allemagne n'avait pas d'argent pour se réarmer. Elle ne disposait pas de réserves d'or. Elle ne pouvait pas emprunter sur les marchés internationaux sans révéler ses intentions militaires et violer le traité de Versailles. Elle ne pouvait pas augmenter les impôts sans anéantir la reprise économique. Et elle ne pouvait pas imprimer de la monnaie sans risquer une nouvelle hyperinflation, qui était le cauchemar collectif de la société allemande. La solution de Schacht fut de créer une société fictive appelée Metallurgische Forschungsgesellschaft, MBH, Société de recherche métallurgique à responsabilité limitée dont l'acronyme renfermait la clé, MEFO. Cette société, dotée d'un capital d'à peine 1 million de Reichsmark apporté par 4 grands groupes d'armement, Krupp, Siemens, Güteröffnungshütte et Rheinmetall, ne menait aucune véritable recherche métallurgique. Elle n'existait que pour émettre des billets à ordre. Le mécanisme fonctionnait ainsi. Lorsque le gouvernement passait commande d'armement à une entreprise, celle-ci recevait en paiement un MEFO-Wechsel, un billet à ordre émis par la MEFO GmbH, au lieu d'argent liquide. L'entreprise pouvait conserver le billet à ordre jusqu'à son échéance ou l'escompter auprès de n'importe quelle banque commerciale, qui pouvait à son tour le réescompter auprès de la Banque du Reich. Les billets à ordre avaient une échéance de 3 mois mais pouvaient être renouvelés jusqu'à 5 ans. Ils rapportaient un intérêt de 4%. Il en résultait que le gouvernement pouvait passer des commandes d'armement colossales sans que ces dépenses n'apparaissent dans le budget officiel. Les MEFO-Wechsel n'étaient pas des obligations d'État officielles, ils n'étaient pas vendus sur les marchés publics et leur existence était un secret d'État. Les industriels qui les recevaient en paiement n'avaient aucun intérêt à les révéler. Les billets à ordre rapportaient des intérêts et pouvaient être convertis en espèces en cas de besoin. Entre 1934 et 1938, le gouvernement allemand a émis des MEFO-Wechsel pour une valeur totale d'environ 12 000 millions de Reichsmark. Cette somme a financé la reconstruction de la Luftwaffe à partir de zéro, l'expansion de l'armée, la construction navale accélérée et la production de matériel de guerre à une échelle dont aucune puissance étrangère ne soupçonnait l'ampleur réelle. L'économiste américain Burton Klein a estimé, des décennies plus tard, que les dépenses totales consacrées au réarmement allemand entre 1933 et 1939 avaient dépassé les 90 000 millions de Reichsmark, un chiffre qui aurait été impossible à atteindre sans des instruments financiers aussi créatifs que les MEFO-Wechsel. Mais les MEFO-Wechsel avaient une date d'échéance. En 1939, alors que la plupart des billets à ordre émis au cours des premières années commençaient à arriver à échéance simultanément, Schacht avertit Hitler que le système était au bord de l'effondrement. Si tous les détenteurs de MEFO-Wechsel les présentaient à l'encaissement en même temps, la Banque du Reich serait contrainte d'imprimer de l'argent à grande échelle, déclenchant ainsi l'inflation. En janvier 1939, Hitler destitua Schacht de son poste de président de la Banque du Reich. À ce moment-là, la guerre était prévue pour cette même année. L'effondrement de ce château de cartes financier serait résolu par la conquête. Le traité de Versailles interdisait à l'Allemagne de posséder une aviation militaire, des chars de combat, des sous-marins et toute une série d'autres armes offensives. Le Reich pouvait disposer d'une armée de 100 000 hommes équipés d'armes légères. Rien de plus. La violation systématique de ces restrictions a commencé avant Hitler. Dès les années 1920, la Reichswehr avait mis en place des écoles d'entraînement secrètes en Union soviétique, tirant parti du traité de Rapallo de 1922 qui normalisait les relations entre ces deux pays parias de la politique internationale. Sur les terrains de Lipetsk, des pilotes allemands s'entraînaient sur des avions soviétiques. À Kazan, les blindés allemands s'entraînaient selon la doctrine qui allait plus tard être appelée Blitzkrieg. À Volsk, les ingénieurs militaires menaient des expériences sur les gaz de combat. Mais c'est sous Hitler que la remilitarisation est passée d'une activité clandestine à une opération systématique et massive, bien qu'elle fût encore dissimulée sous un voile de dissimulation qui devenait de plus en plus transparent. Les usines de la société Heinkel, dont le siège se trouvait à Rostock, produisaient officiellement des avions de ligne, des biplans légers, des monoplans de courrier, le HE-51
premier chasseur de série allemand de la nouvelle ère, fut présenté publiquement en 1932 comme un avion d'entraînement à la voltige. Le HE-111, qui allait devenir l'un des principaux bombardiers de la Luftwaffe, fut proposé à la Lufthansa, la compagnie aérienne commerciale, comme avion de ligne de vitesse moyenne. La supercherie était si évidente que les observateurs militaires étrangers cessèrent tout simplement de se donner la peine de croire aux explications officielles. Les usines de la société Rheinmetall, dont le siège se trouvait à Düsseldorf, produisaient des tracteurs agricoles, qui étaient en réalité des chars de combat dépourvus de leur superstructure de tourelles. Krupp construisait des tracteurs lourds de 70 tonnes destinés à l'industrie agricole. Les ingénieurs de Bayer et de BASF au sein d'IG Farben travaillaient sur des peintures industrielles qui étaient en réalité des agents de guerre chimique. L'industrie navale s'est également réorganisée. L'amiral Erich Raeder, nommé commandant en chef de la marine en 1928, avait entamé une planification secrète en vue de la reconstruction de la flotte. En 1934, lorsque les dépenses navales commencèrent à augmenter sensiblement dans le budget officiel, la marine justifiait les chantiers navals en construction à Kiel et à Hambourg en les qualifiant de entretien et de rénovation des navires autorisés par le traité. Ce qui était réellement construit dans ces chantiers, c'était une flotte de sous-marins, de croiseurs lourds et, à terme, les cuirassés Bismarck et Tirpitz. Le 16 mars 1935, Hitler franchit enfin le pas qui n'était déjà plus un secret pour personne. Il annonça publiquement le rétablissement du service militaire obligatoire. L'armée, qui selon le traité de Versailles ne pouvait dépasser 100 000 hommes, allait atteindre 36 divisions, soit environ 550 000 soldats. À la fin de l'année 1935, l'armée comptait 800 000 hommes, soit 8 fois le maximum autorisé par le traité. La réaction internationale se traduisit par une consternation verbale et une passivité concrète. La France protesta auprès de la Société des Nations. La Grande-Bretagne signa l'accord naval anglo-allemand en juin 1935, qui reconnaissait en pratique le droit de l'Allemagne à construire une marine de guerre équivalente à 35% du tonnage de la Royal Navy. Il s'agissait, de facto, d'une acceptation tacite de la fin du traité de Versailles. À cette époque, le dernier chômeur non juif d'Allemagne avait été absorbé par les forces armées. Le 23 septembre 1933, dans une localité appelée Unterhaching, au sud de Munich, Adolf Hitler saisit une pelle et renversa symboliquement la première pelletée de terre du projet d'infrastructure publique le plus ambitieux de la République de Weimar, dont le nouveau régime s'appropriait, le réseau autoroutier du Reich, plus connu sous le nom d'Autobahn. Le moment fut soigneusement mis en scène. Le service de propagande du ministère de Joseph Goebbels diffusa des instructions précises pour les cérémonies locales dans chaque région. Les écoles suspendirent les cours afin que les enfants puissent écouter la retransmission à la radio. Les ouvriers des usines, des bureaux et des fermes bénéficièrent d'une pause officielle pour écouter le Führer. Le message était clair. Le grand chantier national avait commencé. L'inspecteur général des routes allemandes, Fritz Todt, un ingénieur formé à l'université technique de Munich, qui avait adhéré au parti nazi en 1922, avait pour projet ambitieux de relier les principales villes allemandes par un réseau d'autoroutes modernes à double chaussée séparée, avec des virages en douceur, des pentes modérées et une largeur de chaussée de 24 mètres. Le coût initial était estimé à 3 000 millions de Reichsmark. La propagande officielle présentait l'Autobahn comme le symbole de la Renaissance allemande, un réseau routier moderne qui relierait tous les citoyens et leur permettrait de découvrir la beauté de leur patrie au volant de la nouvelle voiture du peuple. Hitler conçut personnellement certains tracés, choisissant des itinéraires traversant les paysages les plus pittoresques afin de donner l'impression d'un État moderne et soucieux de l'esthétique. Mais derrière le mythe se cachait une réalité plus complexe. Tout d'abord, l'autoroute n'a pas créé autant d'emplois que le prétendait la propagande. Le nombre maximal de travailleurs employés simultanément sur l'ensemble du réseau s'élevait à 125 000 en 1936. Pour une économie comptant des millions de chômeurs, c'était une contribution modeste. À titre de comparaison, les chemins de fer employaient plus de 500 000 personnes. Les programmes de construction de logements et de bâtiments publics ont généré plus d'emplois que l'Autobahn, et ce, à moindre coût. Deuxièmement,
Et c'était là l'ironie la plus révélatrice de la différence entre la propagande et la réalité. Les autoroutes n'avaient aucune utilité militaire immédiate. Hitler avait imaginé que les panzers y rouleraient rapidement et sans difficulté. Cette vision posait plusieurs problèmes techniques graves. L'asphalte des autoroutes, conçu pour des voitures particulières pesant entre 1000 et 1500 kg, ne pouvait pas supporter le poids d'un Panzer IV de 23 tonnes sans être gravement endommagé. La Wehrmacht dut déplacer ses divisions blindées principalement par chemin de fer, les chars étant transportés sur des wagons plates. Les autoroutes nazies, dans leurs premières années, étaient en pratique inutilisables pour les formations blindées. Le troisième problème était encore plus fondamental: qui allait les utiliser? En 1939, alors que plusieurs milliers de kilomètres étaient déjà achevés, le niveau de trafic sur l'autobahn était décevant. Le chemin de fer restait, et de loin, le moyen de transport dominant en Allemagne. La raison était simple: l'Allemand moyen n'avait pas de voiture. En août 1936, Hitler rédigea un mémorandum secret destiné exclusivement à deux personnes: le général Werner von Blomberg, ministre de la Défense, et Hermann Göring, qui allait être nommé plénipotentiaire du plan quadriennal. Le document était sans équivoque. La solution pour l'Allemagne ne peut être obtenue que par la force, en acceptant les risques que cela implique. L'armée allemande doit être prête pour la guerre d'ici 4 ans. L'économie allemande doit être prête pour la guerre d'ici 4 ans. Le plan quadriennal, annoncé publiquement lors du congrès du parti à Nuremberg le 9 septembre 1936, avait pour principaux objectifs l'autarcie économique, c'est-à-dire l'indépendance vis-à-vis des importations étrangères, et la maximisation de la production de matières premières stratégiques. Deux problèmes obsédaient les stratèges militaires allemands: le caoutchouc et le pétrole. L'Allemagne ne disposait pas de gisements de pétrole significatifs sur son territoire métropolitain. En 1936, elle importait 3,8 millions de tonnes de pétrole par an, dont une part importante provenait des gisements de l'hémisphère occidental. En cas de guerre, un blocus naval britannique, similaire à celui qui avait contribué à la famine en Allemagne entre 1916 et 1918, pourrait priver la Wehrmacht de carburant en l'espace de quelques mois. La solution privilégiée par le plan quadriennal était l'hydrogénation du charbon pour produire du carburant synthétique, une technologie qu'I.J. Farben avait mise au point dans son usine de Leuna, en Saxe, dès la fin des années 1920. Le procédé était coûteux. Produire du pétrole synthétique à partir de charbon coûtait environ 4 fois plus cher que d'importer du pétrole brut. Mais il s'agissait d'un pétrole pouvant être produit sur le sol allemand, indépendamment des importations. Göring signa des contrats avec I.J. Farben qui garantissaient au consortium chimique un prix de 23 pfennig par litre de carburant synthétique, quel que soit le prix du marché mondial, qui s'élevait à l'époque à 5 pfennig par litre. Il s'agissait d'une subvention astronomique justifiée par des raisons de sécurité nationale. Entre 1936 et 1939, I.J. Farben construisit ou agrandit 6 usines d'hydrogénation, dont la capacité totale atteignit 1 million de tonnes par an de carburant synthétique en 1940. Le caoutchouc constituait le deuxième enjeu stratégique. L'Allemagne importait la quasi-totalité de son caoutchouc des plantations de Malaisie et d'Indonésie, contrôlées par les empires coloniaux britanniques et néerlandais. En cas de guerre avec la Grande-Bretagne, l'approvisionnement serait interrompu. I.J. Farben avait mis au point dès les années 1930 un procédé permettant de produire du caoutchouc synthétique à partir d'acétylène et de butadiène dérivés du charbon. Le produit fut baptisé BUNA, abréviation de butadien natrium. En 1935, I.J. construisit la première usine de BUNA à Schkopau, également en Saxe. En 1939, le plan quadriennal avait investi environ 10 000 millions de Reichsmark dans des usines industrielles produisant des matières premières stratégiques, carburant synthétique, caoutchouc synthétique, aluminium, acier spécial, explosifs. Il s'agissait d'un programme d'investissement public dans l'industrie de base sans précédent dans l'histoire économique en temps de paix. Mais les résultats étaient en deçà des objectifs. La production de caoutchouc synthétique en 1939 s'élevait à environ 22 000 tonnes, contre une consommation de 120 000 tonnes par an. La production de carburant synthétique couvrait un peu plus de la moitié des besoins militaires.
L'autarcie totale que Göring avait promise en 1936 était une impossibilité tant technique qu'économique. L'Allemagne restait dramatiquement dépendante des importations étrangères de matières premières essentielles. Et cela signifiait que, pour survivre à la guerre, elle devrait se les procurer par la conquête. Tandis que Schacht mettait en place les fondements financiers du réarmement et que Göring supervisait l'industrialisation accélérée, Hitler consolidait son emprise politique sur l'État par la violence. Le 30 juin 1934, date connue dans l'histoire sous le nom de Nuit des longs couteaux, les SS exécutèrent les dirigeants de la SA, les sections d'assaut, les chemises brunes, qui avaient été l'instrument de la violence de rue du parti lors de son ascension, ainsi qu'une série d'adversaires politiques réels ou potentiels. Ernst Röhm, chef de la SA et ami personnel d'Hitler depuis les premières années du parti, fut arrêté dans la station balnéaire de Bad Wiessee, en Bavière, à 6 heures du matin le 30 juin, puis exécuté 2 jours plus tard à la prison de Stadheim. Le nombre confirmé de morts lors de cette purge s'éleva à 85 personnes. Les estimations historiques les plus rigoureuses évoquent un chiffre pouvant atteindre 200. Parmi les personnes exécutées figurait le général Kurt von Schleicher, dernier chancelier de la République de Weimar, assassiné avec son épouse à leur domicile de Berlin. Gregor Strasser, l'organisateur du parti qui avait tenté de négocier avec Schleicher en décembre 1932 et avait été exclu du parti, trouva également la mort. L'ancien vice-chancelier Franz von Papen, des mains duquel Hitler avait reçu le poste de chancelier, survécut car la honte diplomatique liée à l'assassinat d'un membre en exercice du gouvernement était trop grande. Ses plus proches collaborateurs furent fusillés. La signification de la nuit des longs couteaux ne se limitait pas à l'élimination physique de rivaux. Elle marquait l'affirmation publique que l'État nazi fonctionnait en marge de toute norme juridique. Le gouvernement avait assassiné ses propres citoyens, y compris des officiers de l'armée, sans aucune procédure judiciaire. Hitler reconnut ce fait dans un discours prononcé devant le Reichstag le 13 juillet 1934 sans aucun euphémisme. Les exécutés étaient des traîtres et il avait agi en tant que juge suprême du peuple allemand. Le président Hindenburg envoya un télégramme de félicitations. Le 2 août 1934, Hindenburg mourut. Dans les heures qui suivirent, avant l'annonce officielle du décès, le gouvernement promulgua une loi fusionnant les fonctions de président et de chancelier en une nouvelle fonction, celle de Führer et chancelier du Reich. Tous les membres des forces armées prêtèrent serment de loyauté personnelle à Adolf Hitler et non à la Constitution ni à l'État allemand. Il s'agissait d'un changement aux conséquences considérables. L'armée ne servait plus l'Allemagne, elle servait un homme. Lors du référendum organisé le 19 août 1934 pour ratifier la fusion des fonctions, 89,9% des électeurs ont approuvé la mesure. Compte tenu de la répression qui l'avait précédée et de la terreur de la Gestapo désormais ancrée dans la vie quotidienne, les chiffres de participation et d'approbation étaient difficiles à interpréter. Mais il était également vrai qu'une partie importante de la société allemande, épuisée par des années de crise et d'instabilité, voyait d'un œil favorable la fin du chaos parlementaire. L'ordre avait un prix que beaucoup étaient prêts à payer ou se sentaient obligés de payer. Le 15 septembre 1935, lors du congrès du parti à Nuremberg, Hitler annonça les lois qui porteraient le nom de cette ville. La loi sur la citoyenneté du Reich, qui divisait les habitants du pays en citoyens du Reich, jouissant de plein droit politique, et les sujets de l'État, qui en étaient dépourvus, et la loi pour la protection du sang et de l'honneur allemand, qui interdisait le mariage et les relations sexuelles entre juifs et non-juifs. Les lois de Nuremberg n'étaient pas simplement une question d'idéologie, elles avaient des conséquences économiques directes et délibérées. La définition juridique du terme « juif » établie par ces lois, toute personne ayant 3 ou 4 grands-parents juifs, quelle que soit sa religion actuelle, ou 2 grands-parents juifs dans certaines circonstances, permettait l'exclusion systématique des personnes concernées du marché du travail, des professions réglementées et de la propriété d'entreprise. Le processus d'arianisation, Arisierung, des entreprises appartenant à des juifs s'est intensifié à partir de 1935 à 1936.
Le mécanisme était d'une simplicité brutale. Les propriétaires juifs subissaient une pression croissante de la part des autorités locales, des organisations patronales contrôlées par le parti, des clients qui cessaient d'acheter et des fournisseurs qui cessaient de livrer. Ils finissaient par vendre, à des prix bien inférieurs à la valeur réelle du marché, à des acheteurs ariens, souvent liés au parti. L'État ne versait aucune indemnisation. Le bénéfice de la transaction revenait intégralement à l'acheteur et indirectement au parti. L'ampleur de l'expropriation fut considérable. En 1933, l'Allemagne comptait environ 100 000 entreprises dont le propriétaire était juif ou qui comportaient une participation juive significative, représentant une part disproportionnée du commerce de gros, du secteur bancaire, des assurances, des industries du textile et du cuir ainsi que des professions libérales. En 1939, la grande majorité de ces entreprises avaient été aryanisées, liquidées ou transférées à des propriétaires ariens. Du point de vue du régime, cela remplissait une double fonction. Sur le plan idéologique, cela purifiait l'économie selon des critères raciaux. Sur le plan économique, cela créait une classe de petits et moyens entrepreneurs entièrement dépendants du régime qui les avait enrichis, générant ainsi une base de soutien fidèle. L'éviction des Juifs du marché du travail libérait également des postes que pouvaient occuper les Aryens au chômage. Cependant, les conséquences à long terme de la politique raciale sur l'économie allemande furent dévastatrices, même si elles ne furent pas perceptibles à court terme. L'expulsion systématique des citoyens juifs de la vie universitaire et scientifique, quelques 2000 professeurs d'université ont perdu leur poste entre 1933 et 1935, parmi lesquels 12 lauréats du prix Nobel actuels ou futurs, comme Albert Einstein, a privé la science allemande de certains de ses esprits les plus brillants. Beaucoup ont émigré en Grande-Bretagne et aux États-Unis, où ils allaient contribuer au programme atomique des Alliés que l'Allemagne n'a jamais pu développer. Le 2 mai 1933, à peine 3 mois après leur arrivée au pouvoir, les chemises brunes de la SA et les casques d'acier de la SS ont simultanément pris d'assaut tous les sièges des syndicats allemands à travers le pays. Les fonds syndicaux, les biens immobiliers, les publications et les archives ont été confisqués. Les dirigeants syndicaux furent arrêtés. Les plus en vue furent envoyés dans des camps de concentration. Le mouvement ouvrier organisé le plus puissant d'Europe, qui existait depuis plus de 70 ans et comptait des millions d'adhérents, disparut en un seul jour. À sa place, le régime créa le Front allemand du travail, Deutsche Arbeitsfront, DAF. Dirigé par le docteur Robert Ley, un chimiste alcoolique réputé pour sa négligence intellectuelle et son inefficacité organisationnelle. Le DAF n'était pas un syndicat. Il ne négociait ni les salaires ni les conditions de travail. Cette fonction était directement assumée par l'État, par l'intermédiaire des administrateurs du travail, Treuhänder der Arbeit, nommés par le gouvernement. Le DAF était plutôt une organisation de contrôle social et de propagande du travail, dont l'objectif était d'intégrer les travailleurs dans la communauté nationale du Führer et de maintenir la productivité par la mobilisation idéologique. La loi sur l'organisation du travail national du 20 janvier 1934 établit la structure de l'entreprise nazie. L'employeur était le Führer de l'entreprise, Betriebsführer, doté d'une autorité incontestable. Les travailleurs étaient ses partisans, Gefolgschaft, qui lui devaient obéissance et loyauté. Les conflits du travail étaient incompatibles avec l'harmonie nationale proclamée par le régime. En 1933, les salaires nominaux étaient déjà bien inférieurs au niveau de 1929, en raison des réductions imposées pendant la période de déflation de Brüning. Le régime a gelé ces salaires et les a maintenus ainsi pendant des années, même lorsque la reprise économique et le plein emploi auraient dû générer des pressions à la hausse. Ce gel a constitué l'un des mécanismes fondamentaux permettant de financer le réarmement par des ressources internes. Tandis que les prix augmentaient modérément et que les salaires restèrent stables, l'écart entre les deux se transformait en épargne forcée que l'État pouvait canaliser vers l'armement. Pour compenser l'austérité matérielle, le régime proposait des substituts symboliques et récréatifs. L'organisation Kraft durch Freude, Force par la joie, KDF, était la section du DAF chargée des loisirs des travailleurs. Elle organisait des croisières de vacances dans les fjords norvégiens et aux îles Canaries à bord de navires tels que le Wilhelm Gustloff ou le Robert Ley,
pouvant transporter jusqu'à 1500 passagers. Elle organisait des excursions culturelles, des sorties à l'opéra, des cours de natation et des cours de danse. En 1938, la KDF était la plus grande agence de tourisme d'Allemagne, voire du monde. Pour le travailleur moyen qui n'était jamais sorti de sa province natale, la perspective d'une croisière en Méditerranée, même à bord d'un navire bondé de collègues surveillés par des fonctionnaires du parti, constituait une nouveauté stupéfiante. C'était aussi un mécanisme de contrôle. Le travailleur qui pouvait partir en grâce au régime avait moins de raisons de se plaindre du gel des salaires. Au cours de l'été et de l'automne 1934, le régime nazi fut plus proche de l'effondrement économique que la propagande officielle ne l'aurait jamais admis. Le réarmement accéléré depuis le début de l'année 1934 avait généré une demande massive d'importation, des métaux non ferreux tels que le cuivre, le plomb, le nickel et le manganèse, dont l'Allemagne manquait, du pétrole, du caoutchouc, des fibres textiles. Les Mefo-Wechsel pouvaient financer les dépenses intérieures, mais ils ne pouvaient pas créer des devises étrangères à partir de rien. Les réserves de devises de la Banque du Reich diminuaient à un rythme alarmant. Au printemps 1934, la Reichsbank ne disposait plus que de réserves suffisantes pour couvrir à peine 2 semaines d'importation. Les Allemands voyageant à l'étranger étaient limités à un montant équivalent à 50 Reichsmark par mois. Les entreprises ayant besoin de matières premières importées devaient prouver leur caractère essentiel pour l'effort national face à une bureaucratie de contrôle des devises qui ne cessait de s'alourdir de semaine en semaine. Schacht réagit en août 1934 en lançant le nouveau plan, Neuer-Plan, un système de contrôle total des devises qui soumettait toutes les importations allemandes à une autorisation préalable. 25 services de surveillance d'échange, Überwachungsstellen, un par secteur industriel, traitaient les demandes. Les pays exportant vers l'Allemagne étaient contraints d'accepter des accords de compensation bilatéraux. Chaque marque provenant des exportations allemandes vers leur marché devait être compensée par des importations de ce pays vers l'Allemagne. C'était la fin du commerce multilatéral. Le système de compensation, Clearingwerker, avec les pays des Balkans, Roumanie, Yougoslavie, Bulgarie, Hongrie, était particulièrement sophistiqué. L'Allemagne importait du blé, du pétrole et des matières premières de ces pays, et en échange exportait des machines, du matériel ferroviaire et des biens industriels. Les paiements s'effectuaient sur des comptes de compensation à Berlin que les pays bénéficiaires ne pouvaient utiliser que pour acheter des exportations allemandes. Il s'agissait d'un système de troc déguisé en commerce qui avait pour effet de lier structurellement l'économie de l'Europe centrale et orientale à celle de l'Allemagne. La tension entre Schacht, qui tentait de maintenir une certaine discipline financière, et Göring, qui voulait dépenser sans limite pour le réarmement, éclata en 1936. Schacht avertissait que l'économie était en surchauffe, que l'inflation refoulée accumulée derrière les contrôles des prix deviendrait incontrôlable, que la dette publique était déjà impossible à rembourser sans une victoire militaire apportant un butin. Göring rétorquait que Schacht était un lâche dépourvu de vision. Hitler mit fin au débat en septembre 1936 en nommant Göring plénipotentiaire du plan quadriennal, doté de pouvoirs sur l'ensemble de l'économie. Schacht resta nominalement ministre de l'économie jusqu'en novembre 1937, date à laquelle il fut remplacé. En janvier 1939, il fut finalement démis de ses fonctions de président de la Banque du Reich après avoir présenté une pétition signée par l'ensemble du conseil d'administration mettant en garde contre le danger d'inflation. Hitler la lut, y fit des annotations avec colère, et les signataires furent licenciés. À ce moment-là, la décision d'entrer en guerre était déjà prise. Le 1er septembre 1939, lorsque les colonnes allemandes franchirent la frontière polonaise avant l'aube, la Wehrmacht était une force qui, 6 ans auparavant, n'existait dans aucun manuel militaire. L'armée de terre, la R, comptait 98 divisions déployables, dont 6 étaient des Panzerdivisionen équipés de chars de combat et organisés pour la guerre de mouvement. Les chars les plus avancés étaient le Panzer III, doté d'un canon de 37 mm, et le Panzer IV, équipé d'un canon de 75 mm. Toutefois, en 1939, la plupart des blindés allemands étaient des Panzer I et II d'entraînement, dotés d'un armement léger.
La doctrine d'emploi, élaborée par des théoriciens militaires tels que le général Heinz Guderian dans son ouvrage Achtung, Panzer de 1937, prévoyait l'utilisation massive de formations blindées pénétrant profondément dans les lignes ennemies afin de désorganiser le commandement et le ravitaillement avant que l'infanterie ne puisse se regrouper. On l'appellerait la Blitzkrieg. Mais en septembre 1939, personne ne l'avait encore testé contre un adversaire moderne. La Luftwaffe, qui 6 ans auparavant n'existait pas légalement, disposait en septembre 1939 d'environ 4000 avions de première ligne. Le Messerschmitt Bf 109, conçu par Willy Messerschmitt et produit en série depuis 1937, était l'un des chasseurs les plus avancés au monde, avec une vitesse maximale de 570 km/h et un plafond opérationnel de 10 500 mètres. Le Junkers Ju 87 Stuka, avec ses piquets et sa sirène d'attaque qui semait la panique psychologique, avait fait ses preuves au combat pendant la guerre civile espagnole, où l'Allemagne était intervenue aux côtés de Francisco Franco avec la Légion Condor à partir de novembre 1936. La marine de guerre, la Kriegsmarine, était moins développée que les autres corps d'armée car Hitler avait estimé que la guerre avec la Grande-Bretagne n'éclaterait que plus tard, ce qui laisserait le temps de construire la grande flotte océanique prévue pour 1948 à 1949. L'amiral Eric Raeder le reconnut amèrement dans son journal intime lorsqu'il apprit la déclaration de guerre britannique. La marine allemande de 1939 ne peut que montrer qu'elle sait mourir avec honneur. Cependant, les 73 sous-marins opérationnels à cette date, auxquels s'ajouteraient ceux construits pendant la guerre, allaient devenir la menace la plus efficace que l'Allemagne fit peser sur la survie de la Grande-Bretagne. En termes macroéconomiques, le produit national brut allemand était passé d'environ 60 000 millions de Reichsmark en 1932 à plus de 105 000 millions en 1939. Les dépenses d'armement représentaient environ 23% du revenu national en 1939, soit le niveau le plus élevé jamais atteint par une économie en temps de paix dans l'histoire moderne. En 1939, l'industrie allemande produisait plus d'acier que la Grande-Bretagne et la France réunies. Et pourtant, l'économiste de la Wehrmacht, le général de division Georg Thomas, présenta en 1939 aux membres du ministère des Affaires étrangères une analyse qui était, compte tenu des circonstances, d'une lucidité redoutable. Si l'on additionnait les ressources économiques de la Grande-Bretagne, de la France, de la Pologne, de l'Union soviétique et des États-Unis, l'Allemagne se trouvait confrontée à un désavantage cumulé que seule la rapidité et l'effet de surprise d'une victoire pouvaient compenser. La puissance allemande était réelle, mais elle était aussi fragile, dépendante de victoires rapides qui mettraient fin au cycle de dépendance vis-à-vis des importations avant que le système financier ne s'effondre sous son propre poids. L'image que le régime projetait au monde, et que beaucoup à l'étranger acceptaient sans examen critique, était celle d'une économie parfaitement planifiée et coordonnée. Une machine de guerre d'une précision suisse dans laquelle chaque ressource était optimisée pour l'effort de guerre. La réalité s'apparentait davantage à une concurrence féroce entre des factions qui accaparaient les ressources et se boycottaient mutuellement. L'historien Adam Tooze, dans son analyse monumentale intitulée « Les salaires de la destruction » publiée en 2006, a documenté en détail à quel point l'économie nazie était, à bien des égards, chaotique. De multiples organismes aux compétences qui se chevauchaient se disputaient le même acier, le même charbon, la même main-d'œuvre spécialisée. Göring et son plan quadriennal rivalisaient avec le ministère de l'économie de Chartres, qui rivalisait lui-même avec les ministères de l'armée, de la marine et de l'aviation, lesquels se faisaient concurrence entre eux. Les Gauleiters régionaux organisaient leur propre réseau d'approvisionnement en marge des directives centrales. Il en résultait une inefficacité structurelle qui contrastait brutalement avec l'image d'une puissance ordonnée et disciplinée. La répartition des fruits de la croissance était également profondément inégale. La consommation privée des ménages allemands en 1935 était encore inférieure de 7% à celle de 1928 avant la Grande Dépression. L'investissement privé était inférieur de 22% à ces niveaux de 1928. L'augmentation de la production industrielle profitait presque exclusivement au secteur de l'armement. En 1938, l'Allemand moyen mangeait moins de viande et de beurre qu'en 1928, vivait dans un logement plus petit
s'habillaient moins bien et avaient moins accès aux biens de consommation durable qu'avant la crise. Le miracle économique était bien réel pour les sidérurgistes, les constructeurs aéronautiques et les fournisseurs de l'armée. Pour le travailleur moyen, il s'agissait d'une promesse sans cesse reportée. La dette publique était astronomique et totalement insoutenable. Les méfaux vexels allaient arriver à échéance. Les factures d'importation liées au plan quadriennal s'accumulaient. Le gel des salaires et l'inflation réprimée créaient une pression que les contrôles des prix ne pouvaient contenir indéfiniment. Les économistes du régime estimaient que sans une victoire militaire apportant des ressources extérieures massives, matières premières, devises, main-d'œuvre forcée des pays conquis, le système économique allemand s'effondrerait d'ici 3 à 4 ans. Hitler le savait. Il l'avait dit explicitement dans le mémorandum secret d'août 1936. La solution au problème économique de l'Allemagne résidait dans la conquête. Non pas comme une conséquence de la politique économique, mais comme son objectif fondamental. Le 8 mai 1945, l'amiral Hans-Georg von Friedeburg et le général Alfred Jodl signèrent à Reims la capitulation sans condition de l'Allemagne. Le Reich, qui avait promis de durer 1000 ans, s'éteignait au bout de 12 ans. Les villes allemandes étaient en ruine. Dresde, bombardée en février 1945 par 1300 avions alliés, a brûlé pendant 3 jours. Hambourg, cible de l'opération Gomorrhe en juillet 1943, avait perdu 42 600 civils en une semaine de bombardements incendiaires. Berlin, théâtre des derniers combats, n'était plus qu'un champ de décombres où à peine un tiers des bâtiments restaient debout. L'usine Volkswagen de Wolfsburg, construite pour symboliser la fierté de l'industrialisation nazie, avait été touchée par des bombes alliées qui avaient détruit la majeure partie de ses installations. Le produit national brut allemand était tombé en 1945 à environ 20% de son niveau de 1938. La monnaie, le Reichsmark, n'avait plus aucune valeur. Les citoyens survivaient grâce au troc. Les forces d'occupation alliées distribuaient des rations alimentaires d'environ 1500 calories par jour, suffisantes pour survivre, mais insuffisantes pour travailler. L'historien Richard Overy a estimé qu'entre 1939 et 1945, l'Allemagne avait perdu environ 7,4 millions de morts, militaires et civils confondus. Que restait-il du miracle? Le tissu industriel allemand, bien qu'endommagé, était à bien des égards plus moderne en 1945 qu'en 1938, car les bombardements avaient détruit des installations obsolètes qui furent ensuite reconstruites avec des équipements neufs. La main-d'œuvre technique et qualifiée était toujours présente. La base éducative et scientifique subsistait, bien qu'appauvrie par les générations perdues sur les fronts et par les émigrés juifs qui ne revinrent pas. C'est sur ces bases matérielles, grâce au plan Marshall américain, à l'accès aux marchés occidentaux et à la stabilité politique apportée par la nouvelle République fédérale, que l'Allemagne allait construire dans les années 1950 le Wirtschaftswunder, le véritable miracle économique, fondé sur des exportations compétitives, des investissements productifs et une consommation croissante. Le véritable miracle allemand du XXe siècle n'a pas été l'armement des années 1930, ce fut la reconstruction des années 1950. Mais c'est une autre histoire. Celle-ci s'achève ici, parmi les décombres de ce que la machine de guerre avait promis et n'a pas pu tenir, non pas parce qu'elle était faible, mais parce que ses propres contradictions la rendaient insoutenable. L'économie nazie était brillante en apparence, creuse en son cœur.